C'est parti. Nous sommes de retour pour cette nouvelle édition DigiWorld Summit, édition 2020 en direct du Palais Brongniart. Nouvelle session, nouvelle interview, et nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau en direct, et vous qui êtes connectés derrière vos écrans, vous aurez aussi le plaisir de découvrir le président France de Huawei, Xue Weiliang. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors ensemble, on va parler, surtout vous, quelles infrastructures et quelles applications pour une société numérique plus responsable. Eh bien, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Cette fois, c'est vraiment exceptionnel pendant la période de Covid, mais on est tous là à travers la façon de digital. Encore une fois, merci à IDAT, merci à François et Jacques de nous inviter. Moi, j'ai vraiment remarqué aujourd'hui, tous les speakers, ils ont envie de parler de digitalisation parce que ce n'est plus une solution alternative, ça devient une obligation de parler de digitalisation pour survivre les business et aussi de survivre notre vie avec le virus. Ouais. Donc, c'est une formidable expérience, je pense. Aussi, c'est la première fois que les speakers parlent devant les caméras, devant très peu d'audience. Et je pense qu'on va peut-être avoir cette habitude pendant une durée assez longue. Alors, donc, je vais commencer ma présentation. Donc, premièrement, j'aimerais présenter un peu la statistique, la station de Huawei. Comme vous savez qu'aujourd'hui, on est dans la crise. Ouais. Mais on est dans la crise et on n'a pas abandonné notre business, on n'a pas abandonné notre client. Donc, jusqu'à présent, le dernier chiffre que vous avez vu sur l'écran, on a toujours à peu près 10% de croissance par rapport à l'année de 2019, malgré la situation qu'on a confrontée aujourd'hui avec l'US ban, avec Covid, avec tous les challenges. J'aimerais parler, il y a certaines raisons derrière. Première, c'est la confiance de nos clients. Donc, on travaille depuis déjà 20 ans à peu près en Europe et 30 ans dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, jusqu'à présent, aucun client qui quitte la solution de Huawei. Ouais, donc, qui reste toujours avec nous, de nous supporter les business. Et en tant que c'est la responsabilité de Huawei, nous avons aussi garanti, c'est-à-dire les fournitures des équipements et les technologies sans rupture. Ça, c'est vraiment très important. Le deuxième, ce qui est vraiment important, c'est le management de crise. Alors, beaucoup de gens parlent aujourd'hui de comment on va survivre et comment on va toujours augmenter ou trouver la nouvelle opportunité. Mais n'oubliez pas, il y a une chose qui est très importante, c'est le management de crise. Ouais. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, quand on a parlé de crise, il y a évidemment la crise de Covid, qui est pareille pour toutes les sociétés, toutes les industries, mais il y a aussi encore une crise exceptionnelle pour Huawei, c'est la crise de US ban. Voilà. Donc, ce qui est bien pour Huawei, c'est qu'on a des chaînes d'approvisionnement pas seulement dépend pour un pays ou pour une société, mais c'est vraiment une diversité de fournisseurs. Et du coup, quand on a un US ban, parce que vous ne savez pas peut-être que chaque année, on dépense plus de 10 milliards de dollars dans les sociétés américaines. Donc aujourd'hui, on ne peut plus acheter, mais du coup, on doit acheter chez les Européens, on doit acheter chez les Japonais. Et c'est ça qui a sauvé la vie de Huawei. Et la troisième raison derrière, c'est de toujours investissement dans la R&D. Voilà. Comme nous sommes une société technologique, ouais, on ne peut pas survivre sans investir dans la R&D. Donc, le chiffre que vous avez vu derrière, que même en 2019, on investit plus de à peu près 18 milliards de dollars dans notre recherche et développement. Et je vous présenterai la prochaine slide. C'est les domaines qu'on a investi. Tout le monde sait qu'on a c'est-à-dire une très grande puissance dans le silicon, high silicon, le chipset. Et aujourd'hui, on a c'est-à-dire un problème avec le processeur, la productivité pour le processeur. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres domaines. On a massivement d'investir, c'est les mathématiques, algorithmes, le matériel, y compris aussi le graphine, et électronique, sciences, et surtout le cooling system. Il y a aussi une chose qu'on voudrait travailler dans l'écosystème avec tous les fournisseurs de technologie, c'est comment on peut percer une théorique. Aujourd'hui, on ne pense pas
il y a vraiment un théorique percé qui peut influencer dans les prochaines 50 ans. Je vous fais un exemple, par exemple, électricité. C'est une percée de l'électricité. Robot ou mécanique, c'est une percée de théorique qui a vraiment influencé l'industrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de technologies comme le 5G, comme l'IA, mais ce n'est pas une percée de théorique. Donc, ce qu'on cherche pour vraiment influencer dans les prochaines 50 ans, c'est le percée de théorique. Donc, on aimerait bien travailler avec tous les acteurs dans l'écosystème, y compris les acteurs américains, parce que ça va influencer le monde entier, ça va influencer de toute la population, ce qui est important. Alors, quand on parle de 5G, j'aimerais bien expliquer que la 5G n'est pas une technologie disruptive. Tout le monde a peur de 5G, mais my voice, mon parole, c'est qu'il ne faut pas avoir peur à la nouvelle technologie. Parce que déjà, la nouvelle technologie, c'est toujours dépendre des technologies existantes. Le deuxième, c'est avant le 5G, il y a le 4G. Après le 5G, il y a 6G. Le 5G, c'est juste une tout petit slow timing pendant l'évolution technologique. Et regarde aujourd'hui, ce qu'on a déjà pour le nombre d'opérateurs dans le monde entier, qui a dépassé déjà 120 opérateurs dans le monde entier qui a lancé le service de 5G, parce que c'est le moment qu'on lance le 5G. Ouais. Il y a 10 ans, on a lancé le 4G et c'est le moment qu'on lance le 5G. Et à droite, que vous allez voir que le nombre d'abonnés qui est dans le monde entier, le 5G, c'est presque fois 10, fois 9, qui a atteindre 170 millions par rapport, c'est-à-dire aujourd'hui, même la situation de Covid, les gens commencent à utiliser, à changer beaucoup, et surtout en Chine. Donc c'est vrai que Stéphane il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent 5G parce que la Chine a beaucoup investi. China Mobile, China Telecom a beaucoup investi dans le déploiement de 5G et surtout avec le confinement. Et ce qui est intéressant aussi pour relancer économique pour la Chine. Et peut-être la Chine devient le premier, ou peut-être un seul pays aujourd'hui qui a des GDP croissance positive cette année, peut-être. Mais ce qui est important, c'est le rôle de digitalisation qui quand même fait un rôle très important. Alors, c'est juste une toute petite présentation aujourd'hui pour la Chine. C'est qu'au niveau du nombre de base stations, quand on dit les antennes, la Chine a déjà installé à peu près 1 million des antennes de 5G sur tous les territoires chinois. Et le nombre d'abonnés, ça arrivait à peu près à 160 millions en total. Mais à droite, que vous allez voir aussi, c'est-à-dire l'expérience des consommateurs, l'expérience des abonnés de télécom ou de ICT, ils ont aussi beaucoup augmenté. De à peu près 20 mégas expériencés par 4G, aujourd'hui, ça a monté jusqu'à à peu près 300 mégas. C'est 15 fois, je pense, plus que le speed de 4G. Et les opérateurs gagnent aussi le plus. Quand on parle de l'APU et quand on parle de DOU, c'est l'argent que l'opérateur de télécom qui gagne par rapport au 4G. Quand il gagne plus, ça veut dire qu'il va créer également plus de boulot d'employés et il va aussi payer plus d'impôts pour l'État. Donc ça, c'est un cercle plus healthy, écologique, je pense. Et ça, c'est un exemple de 5G à Moyen-Orient. Donc, on a sélectionné certains opérateurs qui sont très connus à Moyen-Orient, comme Zen, comme Viva. Il a lancé le 5G, mais plutôt sur le service FWA. C'est quoi FWA? C'est le Fixed Wireless Access. C'est une toute petite box de CPU qui fournit le 5G, mais qui donne aussi le signal de Wi-Fi. Donc, on appelle ça Fixed Wireless Access. 90% des abonnés dans les pays, dans les régions de Moyen-Orient, ils ont préféré utiliser ces services. Ouais, ça c'est la différence d'application de 5G dans les différentes régions et dans les différents pays. La Chine, c'est plutôt le téléphone. Et au Moyen-Orient, c'est plutôt access wireless et fixe. Donc, qu'est-ce que les applications et use case pour Europe? Donc, ça, on va aller voir ensemble. Ce qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est qu'on va pouvoir
dépasser les problèmes des écrans. On ne travaille plus sur un écran, en fait toutes les interfaces et tout ce qui nous entoure. Nos mains, le sol, les murs, les fenêtres et puis faire apparaître des objets dans l'air comme ça. Donc du coup on n'a plus une interface limitée juste à un écran plat. L'interface est vraiment tout autour de nous. Donc ici, vous êtes en train de voir, c'est une start-up qui a utilisé la technologie de 5G avec, pardon, parce que je ne peux pas rester sur la même image. Donc tout ce que vous venez de voir, c'est un exemple de Monaco Telecom qui a créé une référence avec une start-up qui s'appelle Visua. Donc le gars qui est en train de parler, c'est pour montrer que la technologie de 5G avec une autre technologie augmentée, réalité augmentée, pour vraiment augmenter l'expérience de diagnostic. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre les médecins travaillent dans les différentes régions, travaillent dans les différents pays, partagent la même image de 3D pour diagnostiquer les patients. Ça, c'est une technologie très importante pour améliorer et augmenter l'efficacité de diagnostic. Un autre exemple, c'est ce qui s'est passé à Shanghai. Alors à Shanghai, on a à peu près 1000 ports. Et dans les 1000 ports, il y a des grunes. Et les chauffeurs, les pilotes de grunes, ils doivent monter chaque jour à peu près 50 mètres de hauteur. Je pense que c'est la même situation parce qu'on ne trouve pas d'autres solutions. C'est la même situation en France, c'est la même situation dans le monde entier. Ils doivent rester 8 heures dans la cabinette de 2 mètres carrés, travailler en fait dans des conditions assez difficiles. Et beaucoup d'entre eux, ils ont des malades sur les coups, et ils ont malades aussi des fois, c'est-à-dire risque d'être tombé ou risque d'être injuré. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Chine avec la technologie 5G? Donc, on a créé une technologie qui va piloter, c'est un robot qui pilote dans la cabine, mais la personne qui contrôle à distance dans une chambre assez confortable. Donc, aujourd'hui, tous les ports de Shanghai utilisent cette technologie et ça permet d'augmenter beaucoup d'efficacité et aussi diminuer beaucoup de labor cost. Et surtout, ça sauve la vie. Ça sauve la vie, ça diminue le danger. Un très bon exemple pour comment utiliser le 5G. Et le deuxième exemple pour le 5G, c'est le 5G plus intelligence artificielle. Donc, avec les caméras qu'on est déjà installées partout, je pense qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien de caméras en France, mais à peu près, je pense, peut-être il y a moins d'1 million de caméras qui sont déjà installées. On ne va pas changer les caméras, on va mettre juste une box d'intelligence artificielle. Ça permet de connaître les objets et ça va aider d'identifier les masques, ça va identifier les helmets, les casques, dans certaines conditions risquées. Donc, ça va aussi aider pour éviter la distance sociale, sécurité pour les Covid. Donc, ça, c'est aussi un exemple pour la 5G. Alors, aujourd'hui, ça, c'est des vrais cases. Donc, il y a déjà plus de 20 industries qui ont déjà beaucoup bénéficié sur la nouvelle technologie de 5G, soit la 5G plus intelligence artificielle, soit les 5G plus les technologies réalité augmentée. Et il y a plus de 1000 contrats commerciaux innovation qui ont déjà signés dans le monde entier. Ça, c'est des vrais chiffres. Et une autre, je pense, beaucoup appliquée aussi dans notre vie quotidienne, c'est les vidéos, c'est le gaming. Donc, il y a des gens qui aiment bien faire le gaming, PlayStation, Xbox, mais le 5G va aussi changer l'expérience pour les gaming, aussi changer l'expérience pour les concerts, par exemple. Alors, donc aujourd'hui, ce qui est aussi important, la 5G pour le monde entier, ça va créer plus de 100 milliards de connexions. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est seulement 1% qui sont déjà achevés. Donc, dans les prochaines 10 ans, au fur et à mesure, quand on déploie le base station de 5G et déployer de différents handsets, par exemple, aussi devices de 5G, on voit de plus en plus de connexions vont être établies. Et ça, c'est un exemple aussi très intéressant, comment la technologie, comme la 5G, peut aussi travailler dans les natures, ouais, et aussi économiser les ressources. 你知道那没信号是多么的可怜吗？2、3个小时爬到山顶，跟家里面联系说我们车在哪，什么位置坏了。
有信号，你知道，对于我们巡逻人员来说，那是一种保障。我们使用防火塔建设基站，可以最大程度的减少对森林的破坏。Ça, c'est dans un parc national en Chine. C'est les gens, les jeunes qui travaillaient dans la nature pour protéger les animaux sauvages. Il y a des tigres, il y a des léopards. Aujourd'hui, qui doivent être surveillés et surtout calculer précisément le nombre qu'il est vivant. Donc, on a utilisé la technologie de vidéoconférence et aussi avec la technologie d'intelligence artificielle pour calculer, c'est-à-dire sont les animaux qui risquent d'être disparaître. Donc, comment on peut les sauver? Et c'est un très bon exemple et très, très apprécié par beaucoup d'organisations non gouvernementales. Comment on peut sauver les animaux sauvages dans les parcs qui est vraiment un très grand territoire. Comment on peut utiliser la technologie pour augmenter énormément d'efficacité pour sauver les animaux. Alors, la dernière page que j'aimerais partager peut-être avec vous, c'est le green. Ouais, parce que quand on parle 5G, il y a des gens qui ont vraiment peur. Est-ce que 5G va abîmer la santé? Est-ce que la fréquence, tout ça? Moi, je peux vous dire que tout ce qu'on doit respecter, c'est le résultat d'instituts professionnels. Ouais. Donc, avant, chaque fois qu'on crée un produit, avant qu'on lance dans la commercialisation, donc il y a énormément de tests, il y a énormément de diagnostics sur les objets. Bien évidemment, peut-être ça pourrait avoir quelques risques, mais je pense que le risque est assez limité. Surtout aujourd'hui quand on parle, même aussi l'énergie, consommation d'énergie. La nouvelle technologie est toujours consommée moins et plus efficacité que les anciennes technologies. Quand on regarde la voiture, quand on regarde les avions, même l'ordinateur, même le téléphone. Ouais. Moi, je travaille 15 ans chez Huawei et j'ai travaillé 15 ans dans le domaine télécom. Je peux vous dire qu'avant, si on regarde il y a 10 ans, une grande machine de 1 mètre cube peut servir seulement peut-être pour centaines de consommateurs. Mais aujourd'hui, 1 cube, ça peut servir à des millions de consommateurs. C'est-à-dire, ça a des capacités des machines, ça a augmenté. Donc, ça consomme beaucoup moins qu'auparavant. Même le 5G, ça consomme beaucoup moins d'énergie et ça produit beaucoup moins de CO2 par rapport au 4G. Mais la question après, c'est que quand on a le 2G, 3G, 4G, 5G et 6G, quand on a beaucoup de G après, est-ce qu'on doit éteindre anciens réseaux? Ça, c'est une vraie discussion qu'on doit réfléchir. On ne peut pas tout ouvrir comme les générations parce que les gens, quand on utilise le 5G, on n'utilise plus le 2G parce que le 5G a beaucoup plus de fonctionnalités et performance que le 2G. Mais pourquoi aujourd'hui, on doit toujours avoir un réseau de 2G tout allumé? Parce que c'est ça qui est en train de polluer le monde. Donc, il faut bien réfléchir quand on évolue certaines technologies, mais on doit aussi faire disparaître d'anciennes technologies pour sauver, c'est-à-dire le monde, pour sauver notre environnement. Donc, tout c'est mon parole. Merci beaucoup encore une fois pour les dates. Merci. Merci beaucoup chez Wei Lang. Vous êtes, je rappelle, vous êtes le président France de Huawei et merci beaucoup pour cette intervention.